Bonsoir. Dans un contexte où, les coûts de la santé n'arrêtent pas d'augmenter, il faut s'attendre d'ailleurs à une nouvelle hausse des primes pour 2019, et 2, le gaspillage des médicaments est important, un téléspectateur se demande pourquoi on ne lui a pas donné d'autre choix que de jeter à la poubelle un médicament très cher. Questions et réponses ce soir. Et on commencera cette émission par une tendance culinaire, la nouvelle star de l'apéro, le houmous, qui se mange aussi en accompagnement d'un plat principal. Vous saurez tout sur ce plat ce soir, dont la paternité est très disputée au Moyen-Orient. Recettes, qualité diététique du houmous, géopolitique, reportage au Liban et une dégustation avec des fins palais de plusieurs nationalités. 2018 sera l'année du pois chiche, si l'on en croit un magazine culinaire. Pour d'autres, c'est le houmous qui est hype, je traduis, à la mode, hyper médiatisé. Ça fait complètement partie de la tendance actuelle, healthy food, je traduis encore, une nourriture saine versus les plats transformés par l'industrie agroalimentaire. Le houmous a tout pour plaire. Il va vous faire voyager ce soir. Malik Melih et Michael Dirani sont nos guides. Au commencement était le pois chiche. Pourtant, nous ne sommes ni dans la campagne libanaise, ni sur les bords du Nil, mais à Versoix, tout près de Genève, sur les terres de Christophe Courtois. Depuis des années, la ferme Courtois s'est fait connaître grâce à des cultures atypiques. C'est pas commun de trouver du pois chiche, des cultures de pois chiche à Genève ou dans le reste de la Suisse d'ailleurs. Pour le canton, je pense qu'on est à peu près une petite dizaine de producteurs, ça dépend un peu des années. Ça, c'est un effet positif entre guillemets du réchauffement climatique, ça nous apporte des possibilités pour des nouvelles cultures de ce genre. Le pois chiche, c'est une culture délicate qui demande beaucoup d'attention. Mais en contrepartie, elle est peu gourmande en eau et en engrais. Et surtout, ça marche plutôt bien. C'est complètement tendance. Les légumineuses en général sont tendance, donc les protéines végétales. Et puis maintenant, on a les lentilles depuis toujours, les pois chiches, aujourd'hui les haricots secs. Et on va toujours dans cette gamme de légumineuses qu'on trouve de plus en plus de consommateurs, c'est juste. Christophe Courtois produit 5 tonnes de pois chiches genevois par an, qu'il écoule en grande surface et dans des marchés à la ferme. Bonjour Christophe, Salut, comment ça va? bien Ça va bien? extra. Ouais, super, ouais, super. Bonjour. 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 Bienvenue, alors venez. Merci. On va regarder l'atelier. Raoul Barakat est un passionné de cuisine libanaise. Pour son service traiteur, il a eu une idée, faire du houmous avec les pois chiches de la ferme Courtois. Nous avons de la traçabilité et nous connaissons les producteurs. Vous avez dû faire beaucoup d'essais avec ce pois chiche genevois. Non, pas vraiment, on en a fait quelques-uns et M. Courtois nous a même proposé d'aller dans les champs et goûter le pois chiche, la graine elle-même. Et ensuite, on avait un petit peu peur au niveau des essais parce que parfois, la graine peut être plus ou moins farineuse, mais l'essentiel, c'était pour nous le goût. Et sincèrement, après 2 essais, on était conquis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que Ouais, c'est délicieux. vous aimez? Ce houmous du bout du lac pose une question. Mais comment diable le pois chiche a-t-il fait pour s'acclimater sous nos latitudes? Car il vient de loin, notre ami le pois chiche. La légumineuse est apparue il y a plus de 10 000 ans au Proche-Orient, et plus précisément en Mésopotamie, cette région antique qui correspond en gros à la Syrie et à l'Irak d'aujourd'hui. Le pois chiche, les Romains l'ont baptisé Cicer arietinum, d'Ariès le bélier, car la forme du pois leur rappelait une tête de bélier. Le pois chiche, c'est surtout un voyageur extraordinaire. Les Phéniciens l'ont apporté dans le sud de la France. Il a conquis l'Asie et l'Australie. Au XVe siècle, les conquistadors espagnols l'emmènent en Amérique. Le pois chiche s'est mondialisé. On en produit partout, de Genève à Toulouse et du Mexique à l'Australie. Le premier producteur mondial, c'est le Canada. Mais revenons aux origines. En arabe, pois chiche, ça se dit houmous. En apéritif, en entrée, en garniture d'un sandwich, le houmous est le plat incontournable de la cuisine orientale. Beyrouth, la capitale libanaise, est l'un des hauts lieux du houmous.
Et s'il y a ici un cuisinier télégénique et populaire, c'est bien Chef Antoine. Depuis plus de 20 ans, dans son émission de télévision, Chef Antoine réalise chaque jour en direct une recette de cuisine, tout en répondant aux questions des téléspectateurs. Un vrai tour de force. Ce jour-là, le chef s'attaque à un monument de la gastronomie française. Et oui, le cassoulet toulousain. Mais le houmous, Chef Antoine l'adore. C'est le plat le plus important parmi les mezzés, les entrées libanaises, après le taboulé. N'importe quelle personne qui mange au restaurant va commander du houmous. Même dans les restaurants étrangers, ceux qui font de la cuisine occidentale, le houmous fera partie des accompagnements. Même avec des pâtes. C'est un plat 100% libanais. Dans un pays marqué par une terrible guerre civile au siècle dernier, un pays où 17 communautés religieuses tentent de cohabiter tant bien que mal, le houmous réunit donc les Libanais autour d'une table. On le trouve partout, chez les chrétiens comme chez les musulmans, dans les grands restaurants jusqu'aux petites gargotes du quartier. Chez Semsom, on propose le fin du houmous béroutin. Dans le secret de ses cuisines, voici la recette du houmous traditionnel. Et d'abord, les ingrédients. Nous avons des pois chiches, de l'huile végétale, le tahine, la pâte de sésame, du citron et du sel. Les pois chiches, on commence à les préparer la veille. On les fait tremper toute la nuit, ensuite on va les faire bouillir pendant 3 ou 4 heures. Après la cuisson des pois chiches, on va les laisser refroidir pendant 1 heure ou 1 heure et demie dans de l'eau à 24 degrés environ, pour qu'ils soient bien froids. L'étape suivante, on va les passer au mixeur. Après avoir mixé les pois chiches, on commence à rajouter le tahine, la pâte de sésame. On la fait couler doucement, en filets comme ça. Et on termine avec le sel, le jus de citron et l'huile. Naturellement, la recette a ses variations. L'huile peut être d'olive ou de tournesol. Certains ajouteront une pointe d'ail ou de cumin. Et pour la décoration, une touche de paprika, quelques feuilles de persil, des pois chiches entiers et le tour est joué. Changement de décor, un quartier populaire de Beyrouth habité par des musulmans sunnites. Rue Zaïdania, le restaurant Al-Soussi. Raji Kebbe est le maître des lieux. Il a 73 ans, dont 60 passés derrière les fourneaux. Le restaurant existe depuis 1890, toujours tenu par la même famille. Sur cette photo, on peut voir le frère de mon grand-père. À l'époque, il n'y avait pas tous les bâtiments qu'il y a aujourd'hui. On cuisinait en plein air et on préparait les fèves et le houmous directement sur le charbon. Ici, le houmous, c'est plus qu'un plat, presque une philosophie. Le houmous, on dit chez nous que c'est le marié de la table, c'est-à-dire le roi des plats. Quels que soient les mecs que les clients commandent, ils vont toujours finir par demander une assiette de houmous. Une assiette qui coûte 5000 livres libanaises, environ 3 francs 20. Pas cher pour ce petit restaurant où l'on sert, à en croire une chaîne de télévision américaine, le meilleur petit déjeuner du monde. C'est la première fois que je viens ici. C'est un ami qui m'a recommandé l'endroit. Et je dois dire que c'est vraiment très bon. D'ailleurs, je vais aller finir mon assiette. Ce que j'aime ici, c'est qu'il n'est pas trop cuit. Il doit être comme ça, le houmous libanais. Ah, c'est vraiment le meilleur houmous du monde. Moi, j'achète les pois chiches par sac de 50 kilos. Quand vous avez 100 kilos de pois chiches dans le garde-manger, vous n'avez pas vraiment besoin de boîte de conserve. Si j'en utilisais, je vous le dirais sans problème. Mais vraiment, je ne m'en sers jamais. Au Liban, Kamal Mouzawak est un cuisinier célèbre, écrivain et grand défenseur des traditions et de la cuisine libanaise. Cet agitateur gastronomique
a ouvert dans un quartier chrétien chic de la capitale un restaurant au concept original. Tous les jours, il y a une femme d'un village différent qui vient cuisiner la cuisine typique de son village ou de sa région. Donc il nous raconte ses traditions et son histoire à travers les plats typiques de la région. Aujourd'hui, c'est Joséphine qui est à la manœuvre. Elle est originaire de Tripoli, la grande ville libanaise du Nord. Et sur le houmous, elle a une idée bien arrêtée. Chez nous, au nord, la Tripoli, c'est la meilleure en hummus. Alors là-bas, c'est la meilleure. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr, bien sûr. Les gens de Beyrouth, ils vont dire non, à Beyrouth, c'est meilleur. C'est à Beyrouth, oui, non, avec beaucoup de modestie. Mais je dis, à Tripoli, quand on visite Tripoli, on doit manger le hummus, c'est typiquement tripolitain. Le hummus est une tradition très urbaine. Ce n'est pas du tout une tradition villageoise, ce n'est pas du tout une tradition montagnarde. C'est un peu ce qu'on appelle un street food. C'est une tradition qui appartient et qui est née dans les souks du Moyen-Orient. C'est tout simplement une nourriture simple et saine et bon marché. Et donc c'est plutôt une cuisine de souk, ce que j'appellerais un souk food, plutôt qu'un street food. À chacun son houmous et à chacun son petit secret. Moi, mon petit secret, je mets du glaçon. Du Glaçon, les des glaçons? Oui, Oh là là. un peu de glaçon. Après avoir rincé mes pois chiches, je mets une pincée de bicarbonate. Je mélange et j'attends 10 minutes. C'est ça le secret. Moi, j'utilise des pois chiches mexicains. Ils coûtent plus cher, mais leur qualité est vraiment exceptionnelle. Depuis quelques années, le houmous libanais a même fait sa révolution culturelle. Chez Semsom, par exemple, on en trouve de toutes les couleurs. Nous créons sans cesse de nouvelles recettes. On s'adapte à la modernité. Ce sont des recettes trendy, pleines de couleurs, belles à photographier, qu'on peut mettre sur Instagram et que les gens apprécient. Ici, vous avez un houmous au basilic. Ça, c'est notre houmous provençal, pois chiches, ail et coriandre. Il y a aussi sésame et olives, curcuma, au za'atar et sumac, des épices locales et plein d'autres. Le houmous permet toutes les audaces. En exclusivité pour un bon entendeur, voici d'ailleurs les tout nouveaux houmous, collection 2019, qui seront à la carte l'an prochain. Houmous au chocolat, à la betterave et au café. Tout un programme. Du hummus au chocolat, intéressant. Il paraît que cette version dessert a déjà débarqué sur la côte est des États-Unis. Existent aussi les hummus saveur brownies ou biscuits à la cannelle. Vous avez peut-être entendu parler du milkshake à base de hummus adopté cet été par les New-Yorkais. Bref, la tendance hummus est déclinable à l'envi. Pourquoi pas? Chez nous, on fait bien des glaces au fromage de chèvre. Sur le plan diététique, à regarder les ingrédients de base, on se dit que le hummus est plutôt sain. Pour parler des vertus nutritionnelles du houmous, quoi de mieux qu'un petit déjeuner sur l'herbe en compagnie de la diététicienne Daniela Capano. Alors, Daniela, le houmous, c'est avant tout du pois chiche. D'un point de vue diététique, le pois chiche, qu'est-ce que ça vaut? Alors, le pois chiche, c'est une légumineuse. Donc, c'est une protéine végétale qui remplace toutes les protéines animales comme la viande ou le poisson. Donc on peut manger du pois chiche à la place de la viande? Tout à fait, à condition de le mélanger avec une céréale. C'est pour ça que souvent on mange le pois chiche avec du pain par exemple? Tout à fait. Les pois chiches, faciles à digérer? C'est vrai que c'est un aliment flatulent comme d'autres légumineuses. Maintenant, d'un point de vue digestif, on sait que plus on s'habitue à en consommer, moins on a d'effets indésirables en fait. Le houmous, c'est calorique? Alors, un pot tous les jours, c'est sûr que ce ne serait pas équilibré. Maintenant, tout peut faire grossir. Le principal, c'est en termes de quantité, d'être attentif à la quantité qu'on en mange. Et puis, le houmous avec du pain doit être aussi accompagné de légumes. Légumes ou fruits qui favorisent aussi la satiété, donc qui font qu'on en mange aussi peut-être moins. Et puis de toute façon, je pense qu'il faut préciser que l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur un repas, mais se fait sur la journée, voire même sur toute la semaine. Ça se mange comme ça, quoi. Tac, 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 on bouille.
Et on ne va pas se mentir, même si les pois chiches sont peu chargés en graisse, le houmous peut être calorique, on le verra tout à l'heure. En tout cas, si vous voulez acheter du houmous tout prêt, vous avez l'embarras du choix, les préparations se sont multipliées. C'est pratique, mais est-ce que c'est bon? C'est ce qu'on va voir tout de suite, séquence dégustation. Plantons d'abord le décor. Le théâtre genevois du Galpon, au pied du bois de la Bâtie, sur les bords de l'Arve. L'intrigue. Comment départager ces 10 houmous achetés dans des grandes surfaces de Suisse romande? 7 au rayon frais, 1 au rayon épicerie, 1 houmous en boîte et un surgelé. Et voici les acteurs, ou plutôt les dégustateurs. Raya El Ayassan, d'origine palestinienne, tient une arcade de nourriture orientale à Genève et vend aussi sur les marchés. Anita Lalubi est nutritionniste. Les téléspectateurs la connaissent bien, elle participait à l'émission Al Dente sur la RTS. Laurence Margot, diététicienne à l'association Fourchette Verte Suisse. Joseph Moubayed est libanais, il est chef cuisinier réputé et consultant. Et enfin, Jeannette Malek, pâtissière d'origine syrienne, le nom de son échoppe est évocateur, les douceurs de Damas. Nos 5 experts ont donc goûté à l'aveugle les 10 houmous que nous leur avons soumis. Ils ont dû juger et noter l'aspect visuel, l'arôme, la texture et bien sûr le goût. Premier constat, nos houmous de grande surface n'ont pas soulevé un enthousiasme délirant. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui avaient le goût de hummus, mais le reste, ouais, je suis un peu déçue. Honnêtement, c'est pas terrible. Je dirais de manière générale, c'était moyen. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de différences entre les différents produits que vous nous avez présentés. Passons maintenant aux résultats, et ils sont en effet assez contrastés. On commence par celui qui a été jugé le meilleur par nos dégustateurs, le houmous Père Olive, avec une note totale de 7,5 sur 10. Acheté chez Manor, il coûte 2,26 francs les 100 grammes. Celui-là, je trouvais que d'aspect, il était assez représentatif, je dirais, d'un houmous, quoi. Je sens de pois chiches, plus de pois chiches. L'aspect, la couleur était un peu plus ressemblant à du hummus. Le goût? Le goût, ça va. On peut dire c'est hummus. C'est celui que vous avez préféré? Celui que j'ai préféré, exactement. Juste derrière, en deuxième position, le houmous Signor Cempo de Denner, moins cher, 1,30 francs les 100 grammes. Il obtient 7,4 sur 10. Sur celui-là, il y avait une texture que je trouvais assez intéressante. Le goût, il y avait quand même comme une espèce d'harmonie. C'était le plus crémeux. Par contre, il était quand même un petit peu granuleux. Et en équilibre entre les goûts, entre tout ce qui est jus de citron, et ça, c'était le meilleur. Je trouve que c'était le meilleur. Pour compléter ce podium, le houmous Anas Best de la Migros, vendu 2 francs les 100 grammes, sa note 6,6 sur 10. Quand on le voit, ça a l'air du hummus parce qu'il est crémeux, un peu pâteux, comme l'aspect de hummus. Puis quand on le goûte, j'ai trouvé qu'il y avait... c'est trop pâteux dans la bouche, donc il y a trop de tahina. En quatrième position, le Chef Select de Lidl, 1 franc tout rond les 100 grammes, la note 6,3. Je trouvais qu'il détonnait par rapport aux autres, ne serait-ce qu'à l'aspect visuel, puisque je voyais les morceaux de cumin encore entiers. Et j'ai trouvé un pois chiche entier, et ça m'a aussi bien plu. Il y avait un goût assez bizarre à l'intérieur, c'est le goût sucré. Alors je me demande d'où ça venait, parce qu'en général, la hummus, c'est tout sauf sucré. Cinquième en milieu de classement, avec une note de 5,1 sur 10, le seul houmous en boîte de marque Al-Wadi, acheté chez Aligro. Notez que c'est le moins cher du lot, 80 centimes les 100 grammes. Celle-là, c'est hummus, mais un petit peu de... C'est pas fin. Il y a de petits morceaux de pois chiches. Quand on mange, on sent de pois chiches. Et il y a beaucoup de tahine. Beaucoup de pâte de sésame. Voilà, c'est acide aussi. En sixième position, avec une note de 4,3, le houmous Betty Bossi Natura Plan Bio de la Coop, le plus cher du lot, 3 francs les 100 grammes. Avec 4,2 sur 10, septième place pour le houmous de l'atelier Blini de chez Manor, 2 francs 89 les 100 grammes. On approche de la queue du classement. Huitième, le houmous naturel, acheté chez Aldi, 1 franc les 100 grammes, et une note médiocre, 3,8 sur 10.
Avant-dernier, le seul houmous surgelé du lot acheté chez Picard, 2,38 francs les 100 grammes, noté 3,7 sur 10. C'est pas hummus. C'est pas hummus, le plat hummus. Dans la texture, dans la façon de faire, c'est pas du tout du hummus. Quand je sens l'odeur, c'est odeur de pois chiches de conserve. C'est pas... Le pois chiche frais. Voilà. Et le goût? Le goût, c'est bizarre. En bouche, il y avait ces espèces de morceaux de peau de pois chiche qui restaient. Et la texture, en plus, elle était aérienne. Comme ça, on se demande s'il y a des stabilisateurs, enfin quelque chose qui change la consistance, mais de façon artificielle. 10e et bon dernier, le houmous Alfès de la Migros, 2,13 francs les 100 grammes. Nos dégustateurs lui ont donné une note franchement mauvaise, 2,3 sur 10. J'ai pas du tout aimé, mais alors pas du tout. Que ça soit le visuel, il était gris, on aurait dit comme une mayonnaise un peu... Moi j'ai cru que c'était une compote de pommes qui arrivait. Et quand je l'ai goûté, ça s'est vérifié, quoi. Clairement, j'ai détesté. Ah, le goût, c'était très âpre, acide. Vraiment, on ne sentait pas le goût du hummus. C'était très spécial. S'il fallait résumer d'un seul mot? Dark. Désolée. Un autre mot peut-être, parce que je sais pas qui c'est. On frise carrément le plancher avec une telle note, un étudiant aurait raté son année. Mais si vous n'avez pas retenu les noms des meilleurs houmous dégustés, pas de souci, vous les retrouverez sur le site d'À Bon Entendeur, évidemment. Bonsoir Malik. Bonsoir Manuel. Dans la dégustation, on a entendu parler de goût sucré à propos d'un de ces houmous qui est le Chef Select. Il y a effectivement du sucre ajouté? Alors oui, notre dégustateur a eu un fin palais parce qu'en effet, ce houmous de chez Lidl contient effectivement du sucre. Et puis, il y en a un deuxième qui contient du sucre dans la recette, donc c'est celui-ci qui vient, lui, de chez Aldi. Alors vous me direz, la particularité, c'est que ces deux houmous sont tous les deux fabriqués en Allemagne. Peut-être qu'il faudrait les avertir. En principe, on ne met pas de sucre dans le houmous, ça ne fait pas partie de la recette. De la recette originale. Non. Et puis, vous avez pris le temps d'examiner les étiquettes de tous ces houmous que nous avons dégustés. Vous avez eu des choses, dirons-nous, intéressantes? Oui, alors, une des choses qu'il faudrait observer, c'est la quantité de sel dans le produit. Donc, d'après notre diététicienne, à partir de 1 gramme de sel par 100 grammes, plus, ça devient problématique. Or là, il y en a 6 sur 10 qui dépassent ce taux et le plus salé fait 1,63 g de sel pour 100 grammes et ça, c'est beaucoup trop. L'autre chose qu'on peut remarquer, c'est le cortège habituel, des conservateurs, des épaississants, des exhausteurs de goût et ce genre de choses. Alors, il y a deux conservateurs qu'on peut signaler. Le E224, disulfide de potassium, qui est à éviter pour les asthmatiques et puis pour ceux qui sont susceptibles de développer des allergies. Et puis il y a aussi le E202, ça c'est du sorbate de potassium. Alors à haute dose, il peut provoquer de l'urticaire et il n'est pas non plus recommandé pour les gens qui peuvent avoir des allergies. On trouve tout ça dans ces houmous de grande surface. Pas tous, mais dans on certains en trouve en tout pas cas. mal, Dans certains houmous, ça veut bien lire les étiquettes. Alors en termes de calories, là ici, il y a des différences, il y a des lourds et des légers, dirais-je. Il y a des lourds et des légers. Alors bon, dans l'absolu, le houmous, c'est pas léger. On a fait la moyenne des calories pour 100 grammes, on est aux environs de 285. Si on prend les 10 houmous, 285 calories pour 100 grammes. Mais là aussi, il faut bien regarder les étiquettes. Le moins calorique de tous, il fait 135 calories pour 100 grammes, alors que le plus calorique fait 385 calories. Et ça, c'est carrément une bombe. Évidemment, le pain qui l'accompagne alourdit encore ce bilan calorique, on s'en doute. Alors sinon, on peut aussi accompagner plutôt le houmous avec des bâtonnets de légumes. Tout à fait. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Eder. Bonsoir, chimiste cantonal genevois. Bonsoir. Vous êtes là non pas parce que vous auriez fait une dégustation, ça c'est le propre d'À Bon Entendeur. Vous avez fait des analyses, racontez-nous tout. Oui, alors lors de nos contrôles habituels, on s'est intéressé à ces houmous donc, qui sont fabriqués principalement dans les restaurants, dans les take-away. Et les résultats, ma foi, sont pas extraordinaires. C'est-à-dire ? Puisque sur les 35 échantillons qu'on a analysés, on a quand même eu 30% d'échantillons qui étaient non conformes, qui dépassaient les valeurs réglementaires en germes totaux. Principalement, c'est des problèmes de gestion de température. C'est des produits qu'on sort et qu'on rentre un peu souvent et qui restent des fois aussi trop longtemps à température ambiante. Et puis là, on dépasse les normes. Donc, trop de bactéries dans 30% des échantillons que vous avez prélevés, c'est ça ? Voilà, mais la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il n'y avait pas de bactéries pathogènes. Donc, des questions d'hygiène pure, on va dire, il n'y en avait pas trop. Alors, qu'est-ce que vous faites par rapport aux restaurants dont vous ne donnerez pas les noms, on le rappelle, parce que la loi ne vous le permet pas, mais qu'est-ce que vous faites par rapport aux restaurants qui avaient des houmous non conformes ? Alors là, on intervient, on va leur donc montrer les résultats, et puis on leur demande de revoir leur mode de conservation, qu'ils soient vraiment attentifs à ceci. Puis quand vraiment on a des dépassements, soit beaucoup trop élevés ou des
cas de récidive, dans ce cas-là, on peut mettre des amendes. D'accord. Donc il y a un vrai problème potentiellement de conservation. Si on se reporte au consommateur, quel conseil vous lui donneriez quand il fait du houmous et qu'il en achète pour le garder chez soi le mieux possible? Alors déjà, quand on le fabrique, l'important c'est qu'une fois que c'est terminé, on le met le plus vite possible au froid. Ne pas laisser traîner trop longtemps, surtout les pois chiches quand ils ont été cuits, de le ramener à température ambiante et au frais le plus rapidement possible. Et puis après, surtout, ça va être pendant la conservation, parce que c'est vrai que le houmous, c'est un produit où il y a un peu de matière grasse, des protéines, il y a de l'eau. C'est vraiment, on met des épices. C'est vraiment très favorable à la prolifération bactérienne. En plus de la manière de le manger, où on va mettre dedans du pain, voire même des fois les doigts, c'est quelque chose donc qui va favoriser tout ça. Donc il ne faut pas le garder trop longtemps. On va dire 48 heures une fois qu'on a ouvert ou qu'on a commencé. Et puis faire bien attention à le protéger. D'accord, donc c'est finalement une sorte de produit un peu fragile. Oui, tout à fait. C'est un produit quand même relativement fragile, surtout par son mode, on va dire, de consommation. D'accord, de consommation et de conservation. Et puis, le mieux quand même, c'est de faire la recette soi-même, mais néanmoins de la conserver tout aussi bien que si on l'avait acheté. En fait, ça ne change pas grand-chose, ou bien? Ah oui, tout à fait. Et même ces produits achetés qui sont souvent, on va dire, presque stérilisés, une fois qu'ils sont ouverts, ils ont une conservation limitée et la date de péremption qui est marquée sur le produit, c'est la date non ouverte. Donc après, une fois que c'est ouvert, il faut vraiment bien le conserver et puis le consommer encore à peu près dans les 48 heures. Merci pour ces conseils, Patrick Eder. Merci, Malik, aussi. Très bonne soirée à vous. Et puis, vous l'avez vu, des experts du houmous de différentes nationalités avaient pris part à notre dégustation. C'était voulu, évidemment, parce que ce plat est archi courant dans toute la région du Proche-Orient, où on se dispute sa paternité. Mais qui a bien pu inventer le houmous? Sur une place piétonne au cœur de Vevey, l'endroit s'appelle Le Syria. Bonjour, vous êtes servi? Ici, c'est à la fois restaurant, fast-food, épicerie, pâtisserie. Merci beaucoup, au revoir. Un vrai petit souk que dirige Ahmed Badawi depuis 18 ans. Ça, c'est kebab syrien, exactement la même chose, mais au poulet. C'est mon téléphone. On met le hummus. C'est voilà, pratiquement dans... Bien sûr, le houmous est ici l'une des vedettes de la maison. Mais attention, pas n'importe lequel. Voilà. C'est du houmous syrien, ça. Ah, ça, c'est du houmous syrien, ouais. Sa minuscule cuisine est installée dans une ancienne boucherie chevaline. Tout le matériel vient de la mère patrie. Voilà. Tout vient de Syrie, ici? Oui, oui, oui. Même la marmite, la grande marmite, j'ai ramené des Syries. C'est vrai? Oui, oui. Une marmite dans laquelle Ahmed transforme chaque semaine 25 kilos de pois chiches en savoureux houmous. Chez nous, on met le hummus, on rajoute à la fin, on rajoute de yogourt dedans. Ce qui est spécial au houmous syrien, c'est le yogourt en fait. On peut le dire, voilà, ça fait bleu-blanc. Ça, c'est typiquement syrien. Ahmed est donc très fier de son houmous syrien. Et lorsqu'il en parle avec ses deux vieux amis, la discussion s'anime. Michel est israélien, Fouad est libanais, et chacun, évidemment, plaide pour son houmous. Et vous diriez le houmous libanais, il est meilleur que le syrien? Ben nous, on l'épluche pour qu'il vienne juste plus crémeux, et il a un goût crémeux meilleur. C'est pour ça que je dis c'est meilleur. Mais à la fin, chacun a sa spécialité. Pour les Israéliens, le houmous, ça fait partie de leur cuisine nationale. Mais je crois que ça doit être une des salades la plus mangée tout court. Et le hummus, il est vraiment le premier plat chez nous. Donc ce houmous, c'est libanais alors? C'est libanais. C'est pas israélien? Non, pas du tout. On doit avoir une cinquantaine de houmous, avec pignons, avec pistache, avec l'huile d'olive, avec l'huile de sésame. C'est incroyable le choix qu'il y a. Peut-être à Israël, ils ont venu en 48, mais le Liban, il existe depuis les Phéniciens. Nous, on fait le hummus depuis toujours. Chez nous, en Israël, on va de l'extérieur vers le cœur. Comme ça, on a toutes les... Dans ce Proche-Orient compliqué, même en gastronomie, il y a donc une question qui fâche. D'où vient le houmous? Aujourd'hui, 8 pays revendiquent sa paternité. Le Liban, l'Égypte, la Turquie, Israël, la Palestine, la Jordanie, l'Irak et même la Grèce. À Beyrouth, on est évidemment assez chatouilleux sur l'origine du plat. Au restaurant Al-Soussi, n'allez pas trop dire que le houmous est israélien, ça énerve un peu.
Moi, je ne m'énerve pas si on me dit que le houmous est israélien. Mais pour moi, c'est clair. Ce ne sont pas eux qui possèdent le savoir-faire. Le houmous, on le cultive, on le récolte, on le cuisine et on le mange. Évidemment que le houmous est libanais, bien sûr. Depuis 2008, Libanais et Israéliens s'affrontent même à coups de tonnes. Qui fera le plus grand houmous du monde? En 2010, les Libanais en ont concocté un de plus de 10 tonnes, record à battre. Une guéguerre du houmous qui laisse de marbre Kamal Mouzawak. Les records, c'est ridicule. Les Chinois peuvent en faire demain beaucoup plus que ce que les Israéliens ou les Libanais en font. Le houmous ne devient pas chinois du fait. Donc c'est vraiment un débat ridicule. Ivan Schneider est un historien de l'alimentation. Pour lui aussi, tradition culinaire et identité nationale, ça ne fait pas vraiment bon ménage. Je pense que c'est une logique un peu identitaire, probablement un petit peu bornée aussi, presque une logique de supporter d'une certaine manière. On ne peut pas labelliser un savoir-faire. À partir du moment où un savoir-faire est commun à toute une région, il est attesté, il est avéré, etc. En plus de ça, ce savoir-faire, il est transmis de manière intergénérationnelle, il va voyager, il va migrer, il va bouger, il va se modifier, etc. Alors après, comment vous voulez vous y retrouver? On ne trouvera jamais en fait l'origine du houmous. Heureusement. Certains historiens voient l'origine du houmous dans la Bible, d'autres dans un traité culinaire égyptien du XIe siècle, ou dans un livre de cuisine syrienne à la cour de Constantinople. Seule certitude, on trouvait du houmous un peu partout dans l'ancien Empire ottoman. Il en existe plusieurs recettes et il était là plusieurs siècles avant la création des États modernes. Le Liban en 1943, Israël en 1948, la Syrie et la Jordanie en 1956. Dans leur petite boutique au centre de Genève, Raya et Odzi ont résolu le problème à leur façon. Raya est palestinienne, Odzi est israélien, mais ils ne font qu'un seul et même houmous. Le houmous que vous faites, il est israélien ou il est palestinien? On peut dire un mélange des deux. Parce que nous, on a connu les houmous en Israël chez les Palestiniens. Et on apprend, elle m'apprend beaucoup. Moi, j'apprends. Il critique beaucoup pour savoir améliorer. De toute façon, la paix, on va les trouver autour des tables. Comment ça? Moi, je trouve qu'autour des tables, là, on va négocier, on va trouver la paix. La nourriture, c'est quelque chose qui réunit les gens? Oui, tout à fait. Parce que nous, on a connu ça en Israël, on a connu ça aussi en Palestine. Et aussi à Genève, il y a aussi un côté très social et très... c'est un échange. C'est clair. C'est un échange que à ce niveau-là, ça reste à ce niveau-là. Ouais. C'est toujours autour de table que ça peut être convivial. Mais après, au niveau plus grand, puisqu'on parle Israël-Palestine, je ne crois pas qu'un plat de hummus va faire la paix entre un Israélien et un Palestinien sur place. Alors, en attendant cette lointaine paix, on peut toujours déguster la galette du même nom. Ah, tu filmes encore? Et mesdames, vous filmez, vous voulez pas manger? Arrête de filmer, viens goûter. Notre équipe technique était effectivement féminine et on ne filme pas la bouche pleine. Si la place du houmous dans la cuisine moyenne-orientale, son histoire vous intéresse, ne manquez pas d'aller jeter un coup d'œil sur notre site et sur l'interview de Maroun Chedid, un des plus grands chefs libanais actuellement. Il est juré dans le Top Chef Moyen-Orient. Il a une école de cuisine, bref, la grande classe. Le houmous a donc pris sa place dans les rayons de magasins, on l'a dit. Et l'autre tendance, si on regarde le paysage des restaurants de ville, c'est la percée de la cuisine libanaise. On peut s'en réjouir pour autant qu'ils ne servent pas de la boîte, mais des produits frais. Plein Palais, un quartier de Genève. Le Street Beyrouth ne désemplit pas. Antoine a ouvert il y a 10 mois ce restaurant libanais revisité. On a ouvert ce qu'on appelle aujourd'hui la cuisine rapide de qualité, qu'on appelle en anglais Casual Quick Service, qui répond un petit peu à la Food 2.0, ce qui est un petit peu innovatif. Alors, Food 2.0, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que c'est un concept qui a été créé en Amérique, dans le Silicon Valley. C'est des entrepreneurs qui ont voulu moderniser un petit peu cette cuisine. Ici, pas de lampe marocaine ou de mouche arabiée, un décor design épuré
et une carte savamment étudiée où tout peut être commandé à l'emporter. Aujourd'hui, sur notre carte, elle est sur place déjà. Les gens viennent, s'installent, ils voient la carte. Elle est composée des sandwichs. Ça, c'est la nouveauté. On fait griller la viande, on fait sous forme des sandwichs libanais. Des plateaux où il y a un petit peu de tout. Comment expliquer cet engouement pour la cuisine orientale? L'historien de l'alimentation Ivan Schneider a sa petite idée. La cuisine proche-orientale, une cuisine conviviale, une cuisine saine, une cuisine qui fait rêver. C'est une cuisine qui fait appel un peu à la diététique. Si je prends la cuisine des mezzés, il y a peu de viande, donc peut-être c'est aussi un peu tendance. 80% de la carte, elle est faite des plats végétariens. Après, on peut jongler entre vegan, sans gluten. On les a bien indiqués dans notre carte. En plus du côté sain, le succès s'explique aussi par le désir de manger exotique. Or, l'exotisme en Suisse, ça n'a pas toujours été la cuisine libanaise. Dans un bouquin que j'ai rédigé, j'avais découvert une recette du journal Elle de l'année 1958 qui disait « Épatez vos amis avec des pâtes à la bolognaise ». Donc voilà, l'exotique des années 60. En 2018, dernier atout pour cette cuisine orientale, le goût de plus en plus prononcé des Helvètes pour les charmes de l'apéro. Au niveau de la Méditerranée, encore une fois, entre les tapas, les antipastis, les mezzés, etc., il y a ce moment convivial de l'appétit, de la mise en bouche, de l'oser leur repas, si on veut, par un côté extrêmement convivial où on pioche des produits frais, des produits sains, du pois chiche, des aubergines, des légumes, etc. Bref, après le règne des pizzas, des hamburgers ou des kebabs, on n'a pas fini de manger oriental. L'idée de Street Beyrouth aujourd'hui, c'est d'ouvrir un deuxième, un troisième. L'année prochaine, on attaque Lausanne. La nouvelle invasion libanaise. Oui, je sais pas, elle existe déjà depuis des années, la cuisine libanaise, sauf qu'elle n'était pas accessible à tout le monde. Questions et réponses maintenant, c'est notre séquence décodeur que je vous propose une fois par mois, toujours basée sur l'interrogation d'un téléspectateur ou évidemment d'une téléspectatrice. Ce soir, on va parler de médicaments. Les prix des médicaments que nous consommons en Suisse sont parmi les plus élevés au monde. Beaucoup de boîtes de médicaments, prescrits ou non, se retrouvent soit partiellement, soit pas du tout utilisées. Alors, confronté à cette situation, Patrice Wenguier a écrit à bon entendeur. Je suis allée à sa rencontre. Il habite Puyi, près de Lausanne, dans un petit immeuble tranquille. Voici son histoire. Alors, j'ai un cancer de la moelle épinière qui s'appelle le myélome multiple, qui a été trouvé en juillet de l'année passée. Depuis, je subis une chimiothérapie qui dure 4 semaines par chimiothérapie en prenant des principes actifs, celui-là. Et chaque contrôle de chaque 4 semaines peut faire l'objet d'une modification de ma posologie, du médicament lui-même ou de n'importe quel autre, parce que c'est combiné avec pas mal d'autres. Alors un médicament comme celui-là coûte 6 500 francs pour 3 semaines, et c'est cher. Et j'ai eu, il y a quelques mois, un contrôle tellement près de la chimio suivante que j'ai pris sur moi de commander la même chimio que d'habitude, parce que je n'avais pas le temps, du point de vue délai, de l'avoir. Et justement, à ce contrôle, on pouvait descendre et prendre un produit moins puissant, celui-là étant plus fort. Et je ne l'aurais malheureusement pas eu pour la chimio suivante. Donc, j'ai pris sur moi, préalablement, de commander celui-ci. Et j'avais l'espoir qu'on me l'échangerait contre un moins fort. La pharmacie n'est pas entrée en matière parce que, paraît-il, le fournisseur n'entre pas non plus en matière. Et on m'a dit que je pouvais le jeter. Alors, j'ai été scandalisé par le fait de ne pas pouvoir rendre ce produit alors qu'il ne nécessite pas un conditionnement particulier, surtout pour ce montant-là. On m'a dit que si ça me faisait mal de le jeter dans ma poubelle, qu'il fallait que je le ramène à la pharmacie, ils le feront eux-mêmes. C'est même pas utilisable, je ne sais où, en Afrique, dans un EMS quelconque, ou faire cadeau à quelqu'un qui a le même bobo que moi. Alors comment ça se fait qu'un médicament qui n'est pas ouvert, qui est absolument neuf et à mon avis réutilisable pour une tierce personne, on me conseille, on me dit de le jeter purement et simplement, alors qu'il vaut quelques milliers de francs. Question claire et réponse qui le sera certainement aussi. Je me tourne vers Berne où vous êtes, Marcel Ménil. Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général de Pharma Suisse, qui est l'association faîtière des pharmacies. Alors, comment se fait-il que ce médicament, qui est très cher, qui a été commandé, qui n'a été pas périmé, qui a été gardé dans de bonnes conditions, il ne nécessite pas une conservation particulière, il n'a pas été ouvert, comment se fait-il que la pharmacie ait pu dire à M. Wenghi, jetez-le, le fournisseur ne le reprendrait pas, si vous ne voulez pas vous le jeter, on le fera à votre place. Comment est-ce possible? Alors les règles sont très strictes en matière de médicaments. Déjà, la fabrication doit se faire sous des conditions d'hygiène absolument drastiques. Le transport entre le fabricant et le grossiste est fait avec des voitures qui ont un thermographe pour bien mesurer que la température est restée stable, qu'il n'y a pas eu un événement dans ce trajet. Dans le dépôt, c'est contrôlé. Le transport à la pharmacie aussi. Et dans les pharmacies aussi, tout est contrôlé, ainsi que l'hygiène globale qui est testée aussi par les pharmaciens. Sans doute, on l'espère bien d'ailleurs. Alors, dès qu'on donne un emballage à une personne privée et que cette personne prend l'emballage à son domicile, on ne peut plus savoir ce qui s'est passé. Alors, est-ce que l'emballage a été posé derrière une vitre en plein soleil? Est-ce qu'il a été transporté dans la voiture derrière en plein soleil? Mais on pourrait lui poser la question, parce que c'est quand même plusieurs milliers de francs, cette boîte-là. Alors, je vous parle maintenant du cas général. Oui. Pour le cas précis, il faut voir dans les circonstances précises qui se sont passées. C'est sûr qu'un client qui vient chercher un médicament et qui le rapporte dans les 24 heures dans le sachet d'origine en disant « j'en ai encore dans ma pharmacie », c'est autre chose. À partir du moment où l'emballage a circulé dans le domicile du client, je ne peux plus garantir que l'hygiène a été correcte. Je vous pose la question à vous. Est-ce que vous seriez d'accord que je vous donne un emballage qui a séjourné sur la table de nuit d'un malade? S'il n'a pas été ouvert et qu'il n'est pas périmé, oui, je dirais peut-être plutôt oui. Vous répondez peut-être oui, et c'est peut-être pas le cas de la majorité de nos téléspectateurs, parce que je n'ai pas de garantie quelle est l'hygiène domestique de cette personne, par les maladies qu'il a, de quelles bactéries il est porteur. C'est des questions de transparence. On doit dire alors au client, écoutez, voilà, je vous redonne une boîte qui était dans ces conditions. Mais je ne peux plus porter cette responsabilité puisque ça m'a échappé. Mais pourtant, on a dit en 2016, à bon entendeur, qu'il existe à Genève une association qui s'appelle Pharmacie du Cœur, qui récupère, qui trie, qui redistribue des médicaments qui n'ont pas servi à des personnes démunies. Donc c'est faisable. Oui, alors c'est à condition qu'on les offre déjà, puis qu'on soit transparent pour dire, ben voilà, c'est des médicaments récupérés, est-ce que vous êtes d'accord? Et puis il faut que la date limite ne soit pas dépassée. Et puis un pharmacien, il pourra juger s'il y a un risque ou non de donner un médicament qui a un certain âge. Là, on est dans d'autres conditions et je pense que c'est une bonne chose de faire ça. Rapidement, M. Ménil, on a quelques secondes là, quand même, pour limiter ce gaspillage. 30% des médicaments en Suisse sont jetés chaque année sans être servis. Quelle solution alors? Alors il faut toujours commencer un traitement par le plus petit emballage. C'est vraiment désespérant de voir des gens qui essayent un nouveau médicament avec des grandes boîtes. On a un contrat avec les caisses maladies pour commencer par un petit emballage. Et puis après, si on a des gens qui prennent beaucoup de médicaments et qui s'embrouillent, c'est bien de prendre un semainier où on donne pour toutes les semaines à prendre matin, midi, soir et au coucher, et les boîtes restent à la pharmacie. Comme ça, on évite aussi d'avoir un container plein de médicaments à récupérer quand la personne doit entrer dans un home ou quitte son domicile pour une raison quelconque. Là, on évite complètement les gaspillages. Mais évidemment, ça coûte un peu quelque chose, c'est du travail. Donc, on ne va pas le faire pour un traitement à l'aspirine, mais pour des traitements chers ou compliqués. D'accord, très bien. Merci pour vos explications. Très bonne soirée à Berne. Au revoir, M. Ménil. Merci. On voyage beaucoup ces temps-ci avec À bon entendeur. Mardi prochain, je vous emmènerai en Thaïlande, là où poussent des noix de coco dont on tire une eau de coco très à la mode maintenant chez nous. On exporte dans le monde entier. Mais nos deux plus gros marchés sont les États-Unis et la Suisse. C'est vraiment là qu'on vend le plus. Et en Suisse, nos produits vont se retrouver dans des supermarchés haut de gamme. Cette eau de coco est-elle une simple eau parfumée, payée au prix fort? Vous pourrez vous faire une idée assez précise. Mais la noix de coco ne fournit pas que de l'eau, on en extrait de l'huile, encore qu'il y ait une différence entre l'huile vierge pressée à froid et le copra,
qu'on trouve dans beaucoup de produits transformés comme les glaces et les biscuits. Est-ce qu'elle mérite sa bonne réputation ou est-ce qu'elle ne vaut guère mieux que l'huile de palme? Et puis si on écoute les stars américaines, les blogs beauté et les sirènes d'Internet, la noix de coco est un vrai fruit du paradis. Elle serait très intéressante par exemple en cosmétique. Peut-être un peu trop beau pour être vrai, mais le mieux c'est de le vérifier et de se laisser surprendre. Eau et huile de coco au-delà du marketing, c'est mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.